Donc pour conclure cette journée et pour faire suite aux précédentes où on a pu avoir déjà le contexte qui a été bien posé, l'obligation réglementaire et les textes qui encadrent la généralisation du trait à la source des biodéchets, ainsi que les enjeux globaux de la filière avec notamment le retour au sol de qualité, l'agriculture, l'économie circulaire, l'exemple des régions. Dans notre table ronde maintenant, on va poursuivre la discussion sur la généralisation du trait à la source des biodéchets. Avec des témoignages et des retours d'expérience de nos invités et experts qui sont à la fois des élus que je vais présenter à l'instant, des techniciens, des représentants d'associations ou de professionnels. Donc vous verrez, on va discuter ensemble de la définition finalement de cette définition de la généralisation du trait à la source des biodéchets, de ses enjeux, des objectifs clés et des clés justement pour atteindre ces objectifs de généralisation sous l'angle de leur territoire, de leur collectivité ou de leur association ou fédération. Donc, à côté de moi, on va démarrer avec Isabelle Petiot, qui est donc vice-présidente à la métropole de Lyon sur la partie gestion des déchets. À côté de moi, j'ai monsieur Lionel Coiffard, qui est aussi vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, qui donc aussi sur la partie déchets. Martine Lotte, qui est la directrice déchets du Pays Voironnais. Morgane Goria, qui est représentante de la FNAD, et Florian Nouvel, qui est donc le coordinateur du réseau Compost Citoyen. Donc Isabelle et Lionel, on va commencer avec vous deux. En fait, j'aimerais bien que vous présentiez donc à tout le monde en fait votre vision politique, les enjeux en fait de généralisation de trait à la source des biodéchets que vous avez portés et que vous portez en fait. Vous Isabelle d'abord sur Lyon et ensuite Lionel au niveau de Grenoble. Alors oui, sur la métropole de Lyon, effectivement, la question des biodéchets est centrale vu qu'on a une forte ambition politique sur le sujet et que notamment on a voté dernièrement un schéma directeur déchets avec un objectif de réduire de moitié les déchets que nous envoyons à l'incinération. Et donc les biodéchets qui sont un quart des ordures ménagères résiduelles à Lyon étaient une brique essentielle à prendre en compte assez rapidement. Avec, vous le savez, en plus des raisons de bon sens, des raisons environnementales qui s'imposent à nous, et du coup un levier pour permettre la réduction des déchets, et aussi pourquoi on en a fait une priorité, parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'en s'attaquant aux biodéchets, on améliorait le geste de tri. Et du coup, on avait un double effet assez intéressant avec ces biodéchets-là. L'idée, c'est d'en faire, bien entendu, un retour au sol de qualité. Et de ce fait, on répond aussi aux enjeux de différentes politiques. Et donc, on a quelque chose de transverse qui se dessine, puisque à la fois sur l'eau et à la fois sur l'agriculture, on a des complémentarités qui vont se jouer. On y reviendra certainement plus tard. Et puis enfin, une raison majeure, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une très très forte attente de la population, et ça, c'est des données qui ont changé ces dernières années. Autant il y a quelques temps, les gens n'étaient pas forcément prêts à se lancer, et là, on sent que l'opinion est mature et que les gens sont en attente. C'est ce qu'on a pu expérimenter, je vous en reparlerai un peu plus tard, sur le 7e arrondissement à Lyon. Merci beaucoup. On reviendra vers vous sur justement le déploiement, ce que vous avez mis en place justement pour atteindre. Mais Lionel, si vous pouvez aussi de votre côté nous présenter votre vision au niveau de Grenoble. Je m'en occupe si vous voulez. Je veux bien. Moi, je travaille toujours avec des images. Alors, ce matin, on nous a parlé d'animaux, de léopards, d'hermines. Moi, je vous parle d'un ours qui danse. C'est la forme de la métropole de Grenoble. Vous voyez la photo aérienne et c'est un ours qui danse. On n'a absolument pas d'ours, on a un peu des loups, mais voilà. On aurait pu utiliser les dauphins, mais c'est l'emblème du Dauphiné, mais ça n'a rien à voir avec les animaux, puisque c'est Louis XI, le dauphin, qui nous a baptisé du Dauphiné. Donc, pourquoi cette carte? Simplement pour vous dire, vous situez l'échelle, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes collectivités, on n'a pas les mêmes échelles, et on n'a donc pas les mêmes possibilités. Ou les mêmes devoirs dans certains cas. Et donc, moi, je travaille sur une échelle de 450 000 habitants, 230 000 logements. Et je commence toujours par cet écran, 49 communes, mais 3 communes concentrent la moitié de la population. Donc, l'autre moitié est dans les 46 communes, les taches vertes que vous voyez. Donc, en fait, une métropole, c'est une zone dense et une zone rurale gigantesque, avec, en plus, en périphérie,
6 autres territoires qui sont carrément les montagnes, l'Oison, là où vous allez faire du ski parfois, même si on est très loin là peut-être. Voilà. Donc du coup, notre échelle de travail maintenant est à ce niveau-là de 700 et quelques mille habitants, et ça change un peu les possibilités. Donc ce dont je vais vous parler n'est peut-être pas possible dans une collectivité de 100 000 habitants, et ça pose des questions de coordination, de coopération intercommunale, d'où le rôle aussi des régions. Écran suivant. Donc nous, en fait, on a une particularité, c'est qu'on composte depuis 1993. Donc ça fait 30 ans que l'ancêtre de la métropole avait lancé un programme avec une usine de traitement qui arrivait à produire entre 5 à 6 000 tonnes, 7, même parfois plus, de compost à partir de la fraction fermenticible. Écran suivant. Voilà, c'est très riant comme endroit, mais enfin c'est Grenoble, hein, les montagnes sont là. En 2018, nous avons, suite aussi au même travail que vient de décrire Isabelle, c'est-à-dire un schéma directeur complet, qui va depuis la poubelle, la déchetterie, les installations industrielles, on a écrit, donc mon prédécesseur, un certain nombre de choix, et ces choix ont été arrêtés dans un ensemble cohérent. Et donc on a arrêté le tri mécanique à l'entrée de l'incinérateur, et on a commencé à déployer la collecte au porte-à-porte des déchets alimentaires en tri séparé dès 2019. Donc on a déjà un peu d'avance par rapport aux objectifs. Et on terminera ce déploiement en 2023. Donc on sera normalement dans les clous de la loi qu'on n'est pas sûr de tous d'arriver à appliquer. Mais bon, voilà. Et je vous parlerai enfin du démarrage d'une unité de méthanisation qui va s'installer sur ce site. Écran suivant. J'aurais pu appuyer. Non, voilà. Donc voilà ce dont on parle, parce que peut-être tout le monde n'a pas l'idée de ce que c'est qu'un site de compostage industriel des années 90. Ça fait 100 mètres de profond, avec un système de rails et un système de roues qui permet de ratisser, de basculer de rail en rail. Donc en gros, en 5-6 semaines, je parle sous contrôle de la chef de projet, en 5-6 semaines, on arrive à avoir maturé suffisamment, et après on laisse le compost se dégrader. Écran suivant. Voilà. Alors nous, notre logique, en fait, c'est une logique qu'on a entendue aujourd'hui, je pense, c'est qu'on ne peut pas traiter notre problème non pas de déchets, je veux même plus le prononcer. C'est pas un déchet, c'est un reste alimentaire. Un déchet, je m'en débarrasse. Un reste alimentaire, je m'en sers. Je fais des plats avec les restes alimentaires, ou je fais autre chose avec les restes alimentaires. Donc du coup, nous, on est dans une logique de chaîne alimentaire et pas dans une logique de déchets, même si moi je suis vice-président de cette partie-là, avec des briques qui m'obligent à me coordonner avec un vice-président à l'énergie, une vice-présidente à l'alimentation, une vice-présidente à l'agriculture, une vice-présidente, il y a beaucoup de femmes chez nous, à l'économie circulaire. Et donc, on est sur la première brique, enrichissement de l'agriculture en maraîchage de proximité. Notre logique étant d'arriver à ce que notre agglomération puisse être en autonomie de maraîchage, à long terme, hein, on est très très loin du compte. On veut utiliser nos déchets verts en mode circuit court, on l'a dit aussi, ça a été dit, on les transporte, c'est complètement ahurissant, on recarbone notre déchet vert. Enfin, c'est illogique quand même de faire ça. On les transporte sur des kilomètres, sur des centaines de kilomètres même, parce que parfois nos déchets verts actuellement vont finir leur vie en Ardèche. Voilà. C'est les exutoires qu'ont trouvé les prestataires. On veut produire aussi une énergie durable, maîtrisée par le service public. Ça, c'est peut-être une originalité grenobloise, c'est-à-dire qu'on a fini le temps de la délégation, on a réintégré l'eau, l'assainissement, et donc on maîtrise aussi cette chaîne-là. On a deux briques qui est, comme à Lyon, la limitation d'incinérateurs, avec une baisse de... Alors on est moins ambitieux, mais on le traite différemment, de 40% quand même. On n'est pas très loin, en reconstruisant un incinérateur volontairement sous-dimensionné par rapport à l'actuel, ce qui nous obligera dans le futur, on n'aura pas le choix. Et on veut contraindre les transports. Et puis on a une brique économie circulaire, mise en réseau des acteurs et intervention aussi sur l'alimentation santé. Tout ça pour vous montrer en fait que nous, on raisonne vraiment dans une logique qui n'est plus celle des déchets, mais qui est une logique complète, c'est-à-dire que là, on veut, par exemple, que ces déchets, ces restes alimentaires, nous permettent de fabriquer de l'énergie, du gaz, pour faire circuler nos bombes qui passent toutes progressivement au GNV
et notre système de transport. On a déjà une production de gaz à partir de la station d'épuration, et quand on aura fait notre deuxième méthaniseur, nous serons autonomes sur le papier en équivalence circulation camion. Voilà, c'est notre logique, et je pense qu'il faut que chacun, il ne s'agit pas de dupliquer ce que nous faisons. Je vous ai montré, on avait une installation en 93, d'autres n'en ont pas eu. Donc on ne peut pas partir du même point. Mais en fait, c'est d'avoir vraiment le temps de un schéma directeur, un certain nombre de discussions pour arriver à avoir quelque chose qui est cohérent et qui est confronté à tous les éléments. Je conclue cette première intervention en disant que si on fait du compost, c'est parce que nous voulons fournir des agriculteurs autour de nous à 50 km. Et si on va basculer sur une unité de méthanisation qui fabriquera donc du digestat, on fera quand même du compost avec le digestat pour les agriculteurs. On aurait pu s'arrêter là et utiliser le digestat pour l'agriculture intensive. Nous voulons du maraîchage. Il faut tenir tous les aspects, c'est pas facile, parce que ça tire dans tous les sens, mais voilà notre logique de brique. Merci pour cette première intervention où on voit bien que voilà, la filière biodéchets est vraiment dans un contexte très systémique du territoire et qui comprend différentes briques. Au niveau donc de Lyon, qu'est-ce que c'est pour vous en fait, finalement la définition de la généralisation du trait à la source des biodéchets? C'est quoi vos objectifs en fait? Quel est votre point de mire? Je sais que vous avez mis en place beaucoup de choses autour de la responsabilisation, de la prévention, mais c'est quoi, où vous en êtes aujourd'hui et comment vous comptez en fait atteindre cette généralisation du trait à la source? Alors peut-être pour vous resituer un peu Lyon, donc la métropole de Lyon, c'est 1 400 000 habitants, 59 communes. Beaucoup d'habitats verticaux, on a à peu près 60 de mémoire, je pense, 80% d'habitats verticaux. Je confonds avec les locataires, 60% de locataires. Et du coup, avec une disparité aussi entre les différents territoires, parce qu'on a des communes plus rurales, et puis on a Lyon et Villeurbanne qui concentrent quasiment la moitié de la population avec une densité très élevée. Et donc, force est de constater qu'avec cette diversité de densité et d'habitat, il fallait qu'on ait une solution plurielle. Donc, tout d'abord, on favorise bien entendu le compostage de proximité, donc que ce soit le compostage partagé, pied d'immeuble, école, collège, et quartier, bien entendu. Et puis, compostage individuel aussi, où là, on a lancé une distribution massive avec... comme objectif à la fin du mandat d'avoir distribué environ 60 000 composteurs individuels à tous les habitants en zone pavillonnaire notamment. Et bien sûr, quand cela n'est pas possible, parce que vous l'avez compris, on a des zones urbaines denses, quand ce n'est pas possible de composter, on a fait une première phase de déploiement dans le 7e arrondissement. Alors c'est même plus qu'une expérimentation puisqu'on touche 82 000 habitants. Ce qui était un petit exploit. Les services ne sont pas là, mais j'ai l'habitude de les remercier parce qu'en un an, on a travaillé très dur pour pouvoir sortir cette première phase de déploiement avec des bornes à compost. Donc, c'est des points d'apport volontaires pour les déchets alimentaires. Donc on a environ qui maillent le 7e arrondissement. On a déployé... alors, au départ, on pensait déployer 150... que je ne me trompe pas, 150 bornes. Et au final, chemin faisant, on a eu tellement de succès qu'on en est à 194 bornes. On a dû doubler certaines bornes, on a dû augmenter la fréquence de collecte. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu une belle attente de la population. En tout cas, la population a vraiment suivi. Donc des résultats très très positifs et en quantité et en qualité puisqu'on a moins de, alors sur le lycée, sur l'ensemble de la période, on est à moins de 3% d'erreurs de tri pour des points d'apport volontaires qui sont accessibles à tous et qui acceptent tous les déchets alimentaires. C'est plutôt une belle prouesse. Vous dire aussi que bien sûr ce succès n'est pas venu tout seul. On a fait, comme le disait Mathilde, beaucoup de sensibilisation et ça c'est un point clé. Donc un porte-à-porte a été effectué auprès de tous les habitants du 7e arrondissement pour distribuer le petit bioseau ajouré, les sacs Kraft, donc une centaine de sacs Kraft pour commencer. On a suivi le modèle qui était préconisé.
et des ambassadeurs du tri qui étaient là pour expliquer ce nouveau geste. Il faut bien le dire, hein, pour beaucoup, c'est un nouveau geste qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre. Et du coup, je pense que sur le changement qu'on est en train d'amorcer, il faut aussi quelque part être un peu patient et se dire qu'on est sur une dynamique. Et oui, notre objectif, c'est pas tant d'avoir les 20 kilos par habitant tout de suite, mais c'est vraiment d'être sur une dynamique et d'avoir de plus en plus de kilos par habitant et surtout de convaincre et de changer la norme. C'est ça en fait l'enjeu dans un changement de pratique, c'est qu'il y a toujours ceux qui sont très motivés au début, qui font le geste parfaitement, et puis ceux qui suivent un peu ou qui attendent de voir ce que font les voisins. Et du coup, là-dessus, on est très vigilant qu'on ait une dynamique, une bonne dynamique. Donc je le disais, des solutions complémentaires avec un réseau d'acteurs qui s'est positionné. Donc du coup après pour la collecte puis le traitement, un traitement en compostage qui a été décidé avec les alchimistes qui sont présents, je ne sais pas s'ils sont là, et Racine qui traite du coup nos déchets alimentaires en compostage. Et on a eu les premiers résultats d'analyse qui sont absolument excellents. Comme je le disais, on a du coup une très bonne qualité de collecte. Avec aussi peut-être cette particularité par rapport à d'autres collectivités, mais ça me paraît important d'insister dessus, c'est qu'on a bien mis dans les consignes qu'on ne voulait pas de sacs plastiques. Et on a bien expliqué aux gens que leurs déchets alimentaires allaient se retrouver sur les terres agricoles et donc faire le raccourci de se dire si on ne veut pas de plastique dans nos champs, vous n'en mettez pas dans nos bornes à compost. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant. Oui, tu pourras peut-être compléter. Après, le plan de déploiement, je ne sais pas si je rentre dans ce détail-là, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Lyon, mais dans l'idée, c'est de couvrir le maximum du territoire le plus vite possible. Faut l'avouer, hein, je pense que comme beaucoup, on était un peu en retard. Donc après, c'est difficile d'emmener tout le monde et puis de faire les 59 communes d'un coup. Donc on va prioriser les zones urbaines denses, Lyon, Villeurbanne, les communes aux alentours. Et puis au fur et à mesure, on s'étendra avec comme échéance d'essayer de tenir 2024. Alors, on va peut-être déborder sur 2025, mais on y croit. Et puis on a une particularité aussi à Lyon, c'est qu'on a une collecte à la fois en régie et une collecte en prestation, et que du coup il y a des petits ajustements à faire. Autant la prestation, c'est un marché à passer, ça peut se gérer, autant sur la collecte en régie, voilà, il y a pareil un petit cap à trouver et des équipes à former, des fréquences de collecte à ajuster. Enfin voilà, ça demande un travail. Et peut-être pour conclure, une petite note positive, c'est que ce soit au sein de l'administration, les services ou la population, c'est un projet qui embarque tout le monde et qui globalement crée une certaine émulation. Donc même si c'est un réel changement de comportement, je trouve que c'est assez inspirant et il y a une belle dynamique qui se joue. Et autant avant que ça se mette en place, on nous parle toujours des nuisances, autant une fois que c'est en place, on n'en entend plus du tout parler. Et voilà, je trouve que ça fait plaisir. Merci beaucoup. Du coup, Lionel, de votre côté, vous avez des choix complètement différents au niveau, en tout cas, de choix de collecte ou de matériel. Par contre, voilà, vous êtes vraiment sur cette même volonté de généraliser sur le territoire. Donc, vous, quel a été vos choix et comment vous comptez du coup atteindre la généralisation sur le territoire ? Alors, en fait, on ne compte pas, on est en train d'y arriver. Oui, je n'ai pas présenté cet écran, donc c'est le résultat, mais on peut la zapper, je reviendrai après. Voilà, donc nous on déploie donc sur l'ours qui danse avec le respect des territoires qui sont très différents. Donc il y a une vaste zone, on va dire que c'est la périphérie, les coteaux montagneux qui sont déployés en compost individuel, mais avec une stratégie de porte-à-porte quand même, c'est-à-dire que chaque métropolitain est visité par une équipe qui vient lui proposer le composteur de jardin, vérifier si certains en ont dans ces zones. Voilà. On a la ville dense au centre dans lequel on est sur une collecte au porte-à-porte avec des camions, des BOM spécifiques et des poubelles spécifiques, donc une poubelle d'immeuble ou une poubelle individuelle selon l'habitat. Et puis il y a les zones entre les deux où on fait un mixte, c'est-à-dire que si le camion poubelle va aller chercher des immeubles, il va pouvoir aussi parfois ramasser
des poubelles individuelles. Donc ça, c'est donc ce que nous avons mis en œuvre. Sur l'écran suivant, je crois que j'ai mis quelques chiffres. Voilà. On a des résultats qui... Donc le rythme, c'est depuis 2018 des tranches de 100 000 habitants, 450 000, 5 ans, plus un Covid, ça nous fait 6. Et on sera à l'heure. 35 000 logements qui ont été toqués au porte-à-porte. C'est une dimension peut-être un peu surprenante, mais avec un objectif de réalisation de 65% de contact physique, ce qui fait qu'on s'assure que le message complet est bien identifié. Ce n'est pas un tract, ce n'est pas une affichette, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, je viens vous parler de ces dispositifs, et ensuite on déclenche le passage des camions derrière. Les résultats sont au rendez-vous, avec des choses qu'on n'arrive pas, enfin en tout cas moi j'arrive pas à bien comprendre pour l'instant. On a des fourchettes de 15 à 35 kilos par an et par habitant, sans qu'on sache vraiment dire pourquoi 15, pourquoi 35. Et ça peut être dans le même immeuble, donc on oublie toutes les hypothèses sociologiques. Il y aurait des gens qui trieraient pas et des gens qui trient pas. Dans des quartiers très sophistiqués, à haut moyen, il y a des gens qui trient pas. Et inversement, dans des quartiers populaires, il y a des gens qui trient bien. Donc il nous reste, ça montre qu'il y a une incompréhension, je pense, qu'on a tous, que j'ai entendu ce matin aussi, ou tout à l'heure, sur le... Est-ce que je mets les agrumes ou pas? Est-ce que je mets les restes de viande ou pas? Il y a des mélanges intellectuels qui ne sont pas aujourd'hui diffusés parce que la culture populaire a disparu de tout ça. Voilà, moi, je le dis chaque fois, quand j'avais 7 ans, je sortais au fond du jardin, c'est moi qui sortais, les épluchures. Je jetais les épluchures. Je ne mettais pas dans le trou les aliments carnés, parce que c'est les poules qui le mangeaient. Voilà, tout ça, ça a disparu de notre culture. Il faut que les gens réapprennent. Et ce qu'on propose, c'est un système assez complexe où, en fait, on propose de ramasser les éléments carnés autant que le reste, parce qu'on a une installation industrielle. Mais par contre, au fond de jardin, on ne conseillera pas forcément de composter les éléments carnés. Donc il faut, je pense, un énorme effort de communication pour y arriver, mais le résultat est à la hauteur. Nous, on estime à 60 kg par an et par habitant, donc il reste une énigme. Pourquoi les 30 kg qui restent n'apparaissent nulle part? Et c'est, à mon avis, là-dessus qu'on va devoir travailler maintenant qu'on a fini le déploiement. Enfin, on l'aura fini en 2023. C'est quelles actions de progression on va pouvoir mener? Est-ce qu'on va rester, comme pour le tri des emballages, à une sorte de plafond quantitatif et qualitatif? Ou est-ce qu'on va pouvoir arriver à convaincre les gens de tout traiter et de vraiment vider la poubelle OMR? Il y a aussi une problématique particulière dans une métropole qu'on n'aura peut-être pas en Normandie. Enfin, je ne connais pas assez le territoire, mais il y a 15% de déménagement, 70 000 étudiants. Des tas de gens qui arrivent et qui repartent et qui n'ont pas les mêmes pratiques. Du coup, on a des soucis de population qu'il faut qu'on traite. Et puis après, donc, le message que je veux conclure par ça, c'est vraiment, il faut qu'on s'organise pour qu'il y ait un refus de tout emballage avec ces déchets alimentaires. Et il n'y a pas de débat à avoir si on peut mettre la boîte à œufs ou autre chose. S'ils viennent nous polluer avec des emballages, nous aurons des soucis de collecte, de volume. Nous aurons des soucis de traitement derrière. Et donc, il faut qu'on reste vraiment sur le produit pur avec le craft ou le sac biodégradable. C'est encore un petit débat. Mais il faut vraiment qu'on bloque les lobbies qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui voudraient nous faire remettre de la collecte d'emballage au milieu de ça. Ce n'est pas nécessaire. Voilà, peut-être remontrer mon écran sur le... Très rapidement. Voilà, très rapidement. Donc nos objectifs de finaux, c'est 15 000 tonnes de déchets alimentaires collectés, plus 10 000 de déchets verts métropolitains, d'ailleurs en partenariat avec nos amis voironnais, qui ont les outils de traitement pour nous le fabriquer. Et nous fabriquerons 10 gigawatts par an de biométhane. Au cours financier de 2021, ça faisait presque 1 million. Je ne sais pas du tout dire combien ça vaut maintenant. Mais bon, moi je retiens que ça fait tourner 300 équivalents BOM. Voilà. Et je le redis, le circuit court du compost, on ne délivrera pas de digestat pur qui ne va que à l'agriculture intensive.
on fabriqua le compost de qualité pour du maraîchage et on le donne. J'ai entendu que certains le vendaient. Oui. On le donne de manière à ce qu'on crée un circuit d'encouragement au monde agricole. Toujours les briques qui se complètent. Merci. On voit que du coup, vous avez dans vos 2 territoires mis les moyens, vraiment donc des gros moyens pour atteindre la généralisation, et je suis sûre que vous allez y arriver dans pas longtemps. Vous disiez qu'il manque encore un peu quelques kilos en fait encore à récupérer. Moi, je voudrais poser la question par rapport à l'échange qu'on a eu ce matin sur la généralisation justement. Est-ce que vous voyez qu'il manquerait quelque chose, ou de quoi vous auriez besoin selon vous, ou de quoi il y aurait besoin au niveau national pour vraiment atteindre la généralisation totale? Est-ce que vous avez un besoin très rapidement chacun, ou vous voyez des choses qu'il faudrait Alors moi, ce que je trouve que le cadre réglementaire, en tout cas tel qu'il est imposé aux collectivités, il n'est pas assez prescriptif, il est presque trop large. Je l'aurais aimé plus ambitieux. Et puis aussi qu'il y ait peut-être un portage national. Alors d'un point de vue de la communication, qu'on acte à un moment donné, qu'il y ait une forte communication auprès de la population française. Et pour ça, et là-dessus, le constat, c'est qu'on est peut-être, chaque collectivité est partie dans son sens, et je le regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu plus d'homogénéisation dans ce qu'on demande aux habitants de manière générale. Lionel le disait, il y a beaucoup de déplacements. Nous, tous les 5 ans, on a un tiers de la population du Grand Lyon qui se renouvelle. Et du coup, on l'a vu dans les consignes de tri, ça nous a beaucoup manqué, qu'il n'y ait pas d'homogénéité entre collectivités. De manière générale, dans le monde des déchets, je trouve que ça manque un petit peu, qu'il y ait un portage national plus fort sur cette question-là, et qu'on ne laisse pas les collectivités, que ce soit pour les couleurs des bacs, faire un peu ce qu'elles veulent avec juste quelques recommandations, et encore. Pour pas mal de choses, qu'on partage un peu tous au niveau national les mêmes orientations. Et puis revenir aussi sur l'importance du retour au sol, et je sais peut-être, j'y tiens beaucoup, mais les plastiques, pour moi, ça me paraît essentiel. On se rend compte qu'en fait, on a des microplastiques plein la mer, et là, on se retrouve avec des microplastiques plein les sols. Et il y a un moment donné, il faut prendre le problème à sa mesure, et il faut être en capacité de dire non, plus de plastique, parce que la population ne s'y retrouve pas. La différence entre recyclable, compostable, recyclé, biodégradable, les gens concrètement, eux, ça leur parle pas. Et d'ailleurs, les industriels et les gens qui font du marketing savent très bien s'en servir. Et vous achetez des capsules de café où il y a marqué biodégradable, et on se dit qu'en les mettant dans son composteur, tout va bien se passer. Et il y a un peu, là-dessus, il faut pas se leurrer. Il y a notre monde à nous, de professionnels des déchets, et puis il y a la population en face. Et on l'a bien vu, même des consignes basiques, ça a du mal à passer. Donc là, sur le plastique, ça serait bien qu'on ait une position claire, et qu'on ait des directives, et que ce soit un peu plus net, pour éviter qu'il y ait cette fragmentation et ces microplastiques qui se retrouvent dans les sols. Ok, merci. Lionel, vous voulez réagir, sinon je passe la parole. Je partage l'essentiel de ce qu'a dit Isabelle. Je pense qu'on n'est plus... nous faisons des expérimentations depuis 2018. On n'est plus dans la phase des expérimentations, et donc la législation devrait aujourd'hui conclure, quoi. Sinon, ce n'est pas des expérimentations. Il ne fallait pas nous lancer là-dedans. Chacun essaye des solutions. Voilà. Toutes les solutions sont sur la table. Il suffirait d'agglomérer ce qui a été fait sur le territoire national. Et donc maintenant, il est temps d'avoir une vraie loi, parce que j'aimerais pas me retrouver... moi, j'ai vécu, par exemple, les lois sur les PMR, l'adaptation au handicap, 2002, je crois. On en est où, là ? C'est de l'adaptation. On est encore en train d'adapter des bâtiments en 2022. Et il faudra encore 20 ans pour que tout le monde puisse circuler avec un fauteuil roulant, et on ne va pas faire la même chose chaque fois qu'il y a une loi prescriptive. Donc là, aujourd'hui, moi, il y avait des représentants de ministères, mais il n'y avait pas forcément des gens du gouvernement aujourd'hui. Il est temps de prescrire ce qu'il faut faire selon les territoires. Et ensuite, tout le monde le fera. Et ça marche. Ça marche. Il y a des sous pour le faire, c'est pas un vrai problème. Et effectivement, l'adhésion de la population est spectaculaire. Quand on est dans un déploiement de longue durée comme nous, maintenant, j'ai des revendications de gens qui disent « Pourquoi mon territoire n'est pas couvert ?»
Parce que leurs voisins, leurs papas, leurs cousines ont le système un peu plus loin et que ça parle entre les gens. Et comme c'est un projet de bon sens, ça parle vraiment très très bien, quoi. Voilà, donc oui, il est temps maintenant de sortir des expérimentations. Et du coup, Morgane et Martine, j'aimerais bien que vous rebondissiez justement sur ce qui a été présenté par Isabelle et Lionel. Qu'est-ce que vous pensez de ces visions-là et qu'est-ce que c'est pour vous justement la généralisation du trait à la source des biodéchets? Morgane, oui, vas-y. Donc moi, effectivement, je représente donc la FNAD, le syndicat des professionnels du déchet. Et c'est très intéressant parce que ce que vous venez de dire, en fait, on a exactement la même position. C'est-à-dire de dire, effectivement, sur deux choses, je vais parler des plastiques également, mais d'abord sur l'extension du tri à la source, c'est de dire que si on veut aujourd'hui qu'il y ait un déploiement, il faut qu'on ait des règles qui soient relativement claires, et en particulier sur à quel moment on valide qu'une collectivité trie à la source ou pas ses biodéchets. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, vous avez une obligation de trier à la source et, à part ceux qui ont un TMB, on ne sait pas dire oui, non, je trie à la source. C'est une autodétermination. Je ne sais plus qui parlait ce matin du fait que les certifications permettaient justement de sortir de ça et de prouver la qualité de ce qu'on faisait. Alors c'était sur l'agriculture biologique, donc c'est vrai sur une matière qu'on produit, mais en fait c'est vrai aussi sur un processus ou sur, là en l'occurrence, un tri à la source. Et à un moment, on a besoin de pouvoir le dire. Pourquoi on a besoin de pouvoir le dire? On a besoin de pouvoir le dire pour, valider qu'on le fait, mais aussi pour se fixer un objectif, et puis aussi pour ceux qui le font, de se fixer une amélioration continue. Donc ça, nous, on l'observe, quel que soit le prestataire vis-à-vis de nos clients. C'est une demande assez forte des clients, et pour revenir quand même assez spécifiquement là-dessus, ça a été dit tout à l'heure, la loi qui permet de définir le tri à la source et qui est donc liée au TMB, elle a notamment été faite pour qu'il n'y ait pas de mauvaises incitations et que l'exutoire des OMR ralentisse le déploiement du tri à la source des biodéchets. Mais en fait, ça, c'est vrai, quel que soit l'exutoire de l'OMR. C'est pour ça que cette définition commune de est-ce que je trie à la source mes biodéchets ou est-ce que je ne les trie pas à la source, de notre point de vue, elle ne dépend absolument pas du système de traitement des ordures ménagères. Elle est bel et bien, elle aurait dû être déconnectée de ça, et on a besoin de fixer ce standard-là. L'autre élément réglementaire que vous avez évoqué et sur lequel on a une position forte et qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est cette question des plastiques. Effectivement, là aussi, la réglementation pourrait sans doute aller plus loin sur ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on laisse effectivement des consignes de tri avec des plastiques affichés compostables, biodégradables et tout ça? Et qu'est-ce que ça a comme impact sur les consignes de tri? C'est des choses sur lesquelles on a du recul. C'est ce que vous disiez également aussi. Il y a les expérimentations. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Il est temps de effectivement faire la conclusion de ça et de définir une règle commune et qui s'applique sur tout le territoire, comme la couleur du bac, comme la consigne de tri. Et ça permettrait en plus une communication générale. Je fais juste un tout petit parallèle pour terminer, parce qu'on ne fait évidemment pas que du biodéchet à la FNAD, mais on a connu ça sur l'emballage. Vous l'avez connu, je pense, également en tant que citoyen. Et en fait, il faut qu'on apprenne aussi de ce qu'on a fait sur les autres matières recyclables. Donc la poubelle jaune, pendant longtemps, il n'y avait pas forcément d'harmonisation de sa consigne de tri. Aujourd'hui, on a une harmonisation et une extension de cette consigne de tri. Et on voit bien à quel point c'est des choses qui permettent d'améliorer les performances. Martine, je vais te donner. Merci Morgane pour ta. Avant ça, je voudrais quand même préciser que le choix de Grenoble, ça a été vous avez des sacs en plastique compostable, et à Lyon, vous avez fait le choix du Craft. Pour nous, au réseau Compost Plus, on n'a pas de position en fait de dire c'est l'un ou c'est l'autre. De toute façon, il faut ce matériel-là en fait pour pour que le geste soit bien réalisé. Voilà. Donc c'était juste une petite précision sur ça. Et Martine, je te laisse rebondir sur. Juste pour rebondir sur les plastiques là, qui a été fort mentionné, effectivement pour nous c'est vraiment un système parce que le Pays Voironnais donc fait le tri des biodéchets, la collecte des biodéchets, le traitement depuis 1999, donc on est ancien sur le sujet. Pour autant, on est toujours dans l'amélioration, c'est ce que Mathilde m'avait mentionné. Effectivement, nous, on est toujours dans l'amélioration parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous, on collecte 20 kilos
de biodéchets par habitant, ce qui est pas mal, mais et quand on fait des caractérisations donc en régie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le processus ADEME, mais on est sur un processus interne où on prend un godet de 200 kg de déchets et tous les membres de tous les services participent à cette caractérisation, et on s'aperçoit qu'il nous reste encore entre 25 et 30% en poids, mais pas en volume, de déchets, biodéchets qui sont à remonter en fait côté traitement biodéchets. Nous, ce qu'on constate effectivement, c'est que les personnes, en fait, par rapport à ce plastique, ont de mauvaises appréhensions par rapport à la terminologie qui peut être indiquée sur les emballages et qui confondent. Et puis aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'après, c'est ce que disait Lionel Coiffard, c'est que si on veut valoriser ce qui a été dit ce matin, la valorisation du produit final, c'est grâce à sa qualité. Et la qualité, on l'a grâce au tri et au bon tri des usagers au départ. Donc nous, on attend aussi que les industriels s'en prennent du sujet parce que il y a quand même des messages un peu délicats, on trouve, nous, qui ont été formulés par les professionnels, et on attend d'eux qu'ils soient beaucoup plus, on va dire, moteurs sur les investissements concernant en fait, les emballages en fait, des produits. Parce que c'est ça aussi qui fera que en fait, on aura de meilleurs rendus à la suite. Voilà. Et nous, on vend le compost aux usagers en fait, en 10 000 mètres. Du coup, Martine, on va continuer sur toi. Est-ce que tu vas nous présenter du coup donc le Pays Voironnais, qui est quand même une des collectivités pionnières dans la mise en place de la collecte séparée des biodéchets, qui aujourd'hui a atteint, en fait, on pourrait dire, les objectifs de généralisation de tri à la source des biodéchets. Vous êtes en constante optimisation, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience un peu complet pour tout le monde? Je te passe, si tu veux, les slides, ou je te laisse le faire plutôt. Alors, c'est celui-là. Ouais, le vert. En haut. Ouais. Ouais. Encore. Ouais. Donc nous, ça ne ressemble pas à un animal, contrairement, on est le nord du territoire, on colle au territoire de la métropole de Grenoble, et nous, c'est un petit personnage, on ne le voit pas bien, mais c'est un petit personnage, nous. Donc le Pays Voironnais, c'est 93 000 habitants à peu près, on est 31 communes, la plus grosse commune, c'est une commune qui s'appelle Voiron, avec 20 000 habitants, donc on est plutôt un territoire semi-rural. On n'est pas un territoire urbain, on est plutôt un territoire semi-rural. Donc le Pays Voironnais, en fait, la production en fait, d'OMR, elle est de... donc ce que j'ai indiqué, 183 kg par habitant, et donc on collecte 20 kg par habitant et par an en fait, de déchets alimentaires. Voilà. Nous, la prévention des biodéchets, c'est un axe fort qu'ont voulu les élus dès le départ, puisque 1999, ça a été la mise en place avec une collecte en porte-à-porte souhaitée par les élus. Donc on va en benne compartimentée dans tout le territoire, donc jusqu'à Saint-Joire-en-Valdaine, en fait, on va dire jusqu'au fond du territoire, on y va avec des bennes à ordures, mais bicompartimentées. Et on fait du porte-à-porte. Donc, ce qui avait été décidé par les élus, c'était... Donc, nous, les services avaient été mis en place, en fait, des sacs en amidon de maïs qui ont donné occasion à des problèmes. Donc, après, on est repassé au plastique. Et maintenant, avec Compost Plus, voilà, on est repassé en sac compostable. Voilà, donc ça pour vous donner un peu une image. Donc on a aussi parallèlement en fait une collecte en PAV sur certains endroits très spécifiques, notamment pour tous ceux techniques à qui ça parle, c'est pour éviter les marches arrière et pour des collectifs, puisqu'il n'y a pas forcément la place d'avoir les 3 bacs en fait au sein d'un même immeuble. Donc en fait on a mis des points d'apport volontaires. Aujourd'hui, à ce jour, il y en a 119 sur le territoire du Pays Voironnais. Et puis, on a des composteurs individuels qu'on a déployés donc, depuis 2006. Donc, il y en a plus de 5000. Et puis, en fait, on a mis des compostages collectifs et aussi des lombricomposteurs à disposition des gens et des formations associées. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc, on fait de la collecte en porte-à-porte et en point d'apport volontaire, en sachant qu'on est souvent en C05 pour la collecte OMR ou emballage, ce qui veut dire... Et par contre, comme c'est des bicompartimentés, ça veut dire que la collecte des biodéchets est forcément une fois par semaine. Voilà, pour les territoires ruraux et un peu plus pour Voiron, puisque c'est plus urbain. Voilà, donc ça c'était... Donc je pense que Mathilde, elle mettra en ligne, donc c'était juste... Elle m'a dit de faire vite, donc je fais vite. Autant quand même, hein. Et vous pourrez poser des questions. Donc juste pour dire la communication, donc avec la mise en place, donc ça avait été vraiment faire, donc je vous disais donc une fréquence de collecte en C1 voilà, et en sachant que sur les points d'apport volontaire,
on fait un lavage 3 fois par an en fait, des PAV pour des questions d'hygiène et d'odeur et pour une acceptabilité par les usagers, en sachant qu'on a réduit les trappes pour que en fait, il n'y ait pas d'autres objets dans les PAV qui soient mis dedans. Voilà, donc le traitement, donc voilà, ça c'est l'usine de compostage en fait spécifique, puisque ce que disait Lionel Coiffard, effectivement, le Pays Voironnais traite les déchets verts d'une partie des déchetteries de la métropole de Grenoble. Donc on a une convention avec la métropole de Grenoble et on a un centre spécifique plutôt sur le compostage et biodéchets. On a vraiment deux filières. Et le broyat, une partie d'une broyat donc, va à la métropole de Grenoble et une partie sert à notre propre compostage. Donc on récolte environ 1800 tonnes de biodéchets par an et on produit 500 tonnes de déchets de compost par an qu'on vend aux particuliers. Voilà. Donc il a forcément la norme NFU et voilà. Donc, mais c'est vrai que les normes NFU ne représentent pas forcément elles représentent une gamme, on va dire, assez large en fait de types de compost. Ça aussi, on peut le regretter, c'est-à-dire que parfois on peut se dire que la norme NFU est tellement large qu'elle ne dit pas si on fait de l'artisanat ou si on fait de l'industriel. Voilà, donc ça c'est une évolution qui peut vous intéresser sur 99 pour dire que voilà, on avait vu une baisse en fait depuis 99 de la collecte des biodéchets et on a un regain en 2021. Pourquoi ? Parce qu'on a changé les consignes de tri en novembre 2020 puisqu'on est passé en multimatériaux. Donc ça veut dire qu'on a fait une extension des consignes de tri, ce qui sous-tend aussi on avait 15 ambassadeurs du tri qui sont venus appuyer la communication de ce multimatériau, en fait, de cette extension de consigne de tri pendant 10 mois. Et en fait, on a vu que cette communication un peu ciblée, et c'est là où on se dit que nous, on se doit au fait de faire de petites piqûres de rappel. Et là, on attend du législateur et en fait des industriels de nous aider à faire cette communication parce qu'on se rend compte qu'elle a un poids économique important en fonctionnement pour nos territoires, mais qu'elles ont en fait une réelle plus-value. Et la différence entre 2020 et 2021, c'est cela, c'est ces ambassadeurs qui sont venus auprès des particuliers pour faire la communication. Donc nous, on attendrait un peu ça de la part de tout le monde. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner, puisque les collectivités, nous on fait tout en régie, et donc on remplit ce qu'on appelle le compte à coûts de l'ADEME, donc un système des coûts qui nous permet en fait de comparer entre collectivités. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est, pour répondre à ce matin, en fait 80% du coût de traitement des biodéchets est dû à la collecte et à la pré-collecte, en tout cas chez nous. Voilà. Donc sur les enjeux identifiés, puisqu'on fait en fait des baromètres de satisfaction, donc le baromètre de 2019, là on va en relancer un bientôt, c'est de dire en fait que majoritairement les personnes disent qu'elles trient. Il y en a une partie qui apporte bien leur composteur en fait, enfin qui apporte bien le biodéchet en fait et leur poubelle marron en fait en collecte, mais on a aussi des gens qui font du tri in situ. Voilà, en sachant que sur le territoire du Pays Voironnais, on a ce qu'on appelle un peu des territoires à œufs positifs, c'est-à-dire qu'on a plutôt des endroits où on voit que peu de gens finalement présentent le bac marron parce qu'il y a un historique en fait où les gens ont conservé en fait leur méthodologie de traitement interne avec du compostage individuel et aussi avec des poules en fait voilà. Voilà. Et sur les enjeux, donc nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il faudrait poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a toute une action qui est importante auprès d'aider les collectivités, les communes à passer des marchés de fourniture de repas et à dire comment on peut éviter le gaspillage alimentaire et aussi les récipients qui servent aussi à cette livraison de repas pour être au mieux possible éviter ce gaspillage alimentaire qu'on sait qui est fort, augmenter le captage du gisement, puisque ce que je vous disais, on fait des caractérisations qui montrent qu'on est encore un peu en deçà. Alors je suis très admiratrice des 60 kilos de ce matin. Et puis après, on a diminué le refus de tri, donc c'est un apport volontaire, donc ça nous demanderait une communication plus importante. Et puis tirer les conclusions en fait de l'extension des consignes de tri sur la communication et l'importance de la communication.
Et puis, voilà. Et puis, voir les professionnels, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de professionnels sur les métiers de bouche notamment. En fait, on est en train de mettre en place et on fait un déploiement qui est long et fastidieux pour le coup, parce qu'il faut vraiment une réelle communication adaptée et vraiment individualisée pour ces producteurs-là. Donc là, on a prévu, donc on avait avec Compost Plus, en fait, on a travaillé sur les housses ou des sachets à destination des industriels, voilà. Et puis la modernisation du process en fait de valorisation des déchets alimentaires, où on voit qu'on a des choses à faire. Et puis voilà, toute une série d'autres choses, voilà, de la pré-collecte, et puis de voir en fait la saisonnabilité, parce que on a parlé avec la présidente, effectivement, on a des gens qui présentent pas leur bac en fait pendant une période de l'année, ce qui nous pose souci quand même, parce que ils estiment en fait qu'il y a des désordres olfactifs ou des vers qui arrivent et qu'ils veulent pas. Donc dans ce cas-là, ils remettent dans la poubelle grise en fait leurs déchets. Voilà. Donc encore pas mal de choses pour optimiser tout ça, même si vous avez déjà des super résultats sur votre territoire. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la partie plutôt gestion de proximité, parce que comme vous l'avez pu le voir, en fait, sur tous les territoires là, qui ont présenté, quand ils ont fait le choix de la collecte séparée, ils ont tous fait aussi évidemment le choix de la sensibilisation et de la prévention, et donc de la gestion de proximité. Donc là, je m'adresse à toi, Florian, du coup, qui est le spécialiste sur la gestion de proximité. Est-ce que c'est l'inverse est-il vrai en fait? Est-ce qu'une collectivité qui partirait juste sur la GProx en fait irait aussi vers la collecte ou pas? Bonjour à tous. Alors merci beaucoup. C'est pas un exercice qu'on a beaucoup l'habitude de faire, donc j'espère que ça ira. Ça va aller. Le réseau Compost Citoyen, on est une association qui a été créée en 2009 par des citoyens qui se sont dit justement il y a beaucoup de choses à redécouvrir sur le compostage et sur la gestion de nos biodéchets en proximité, et sur l'idée de fédérer en fait des savoirs et des compétences sur le compostage de proximité. Donc on a commencé comme ça, et en fait on a co-créé au final avec l'ADEME, que je remercie pour son soutien, un référentiel de formation qui est à la fois qui inclut à la fois une partie sur les citoyens, mais aussi sur les professionnels. Donc vous avez peut-être entendu parler des formations guide, maître composteur, référent de site. Voilà, c'est maintenant un référentiel que nous accompagnons, que nous encadrons, et pour lequel nous auditons en fait les organismes de formation. Donc c'est une partie de nos actions, et les autres, c'est vraiment continuer à collecter des compétences et faire évoluer en fait les savoirs. Donc on intègre le gaspillage alimentaire, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, dans ce référentiel de formation. Donc pour répondre à la question, désolé pour l'introduction un peu longue, pour répondre à la question, après je suis très rapide. T'inquiète. Oui, bien sûr, chaque territoire doit trouver le juste équilibre en fait, entre gestion de proximité et collecte séparée des biodéchets. Pour nous, il n'y a pas un taux précis, il faut 33% de temps. Voilà. En fait, il faut avoir une approche vraiment territoire par territoire. Un territoire qui a énormément de ruralité pour peu d'habitants, évidemment, on imagine, ça fait des tournées de collecte très grandes. On se base sur 5 piliers en fait au sein de notre réseau pour définir un peu, essayer de conseiller les collectivités qui se tournent vers nous, parce qu'on a quand même un quart à peu près de nos adhérents qui sont des collectivités. Donc savoir déjà comment engager les citoyens, vraiment prendre ça, l'engagement citoyen en compte. Et l'acceptation, le retour au sol des matières, évidemment, de manière sensée et sensible, quoi. La tension entre empreinte carbone et gestion vertueuse, comment faire pour faire retourner au sol de manière la plus sensée les matières. Donc parfois en fait il vaut mieux faire un parterre de fleurs plutôt que de l'envoyer en agriculture, parce que ce sera immédiatement là et pas à des centaines de kilomètres. Et puis aller sur aussi peut-être le moins de technologie possible, parce que le compostage c'est un procédé naturel qu'on accompagne pour qu'il se fasse du mieux possible, mais on n'a pas besoin de gaspiller des ressources et de l'énergie pour ce faire. Et c'est aussi éviter des dépenses publiques inutiles en fait. Et comment faire pour également au sein des territoires que ce changement de gestion, donc trier à la source plus, soit une opportunité pour le développement économique territorial et le développement de l'emploi au sein des territoires.
Du coup, on voit bien la complémentarité qu'il peut y avoir entre la gestion de proximité et la collecte. Une question par rapport aussi à l'intervention de Muriel tout à l'heure de l'ADEME, où en fait on voit des résultats aujourd'hui en fait qui sont pas suffisants. En fait, si on regarde que la gestion de proximité, comment on pourrait faire demain pour atteindre en fait, déjà avoir des meilleures performances en fait de tri des biodéchets par la gestion de proximité. C'est quoi vos préconisations au sein du réseau Compost Citoyen ? Alors pour nous, en fait, on se focalise sur un ratio. On est en train de finaliser une étude sur les coûts justement de la gestion de proximité. On est parti d'études de cas, on n'a pas fait une macro-étude avec 500 collectivités, on en a pris une dizaine. Et on a regardé en fait vraiment dans le détail, poste par poste, comment est-ce que ces collectivités exécutaient en fait la gestion de proximité sur leur territoire. Et on s'est dit, en fait, comment passer d'un habitant desservi à un habitant participant. Et parce que pour nous, c'est vraiment le cœur en fait, de ce qu'il va falloir déclencher, quoi. Casser un peu le plafond de verre qui fait que on stagne avec des taux de collecte, de captation de biodéchets assez, qui peuvent monter de manière assez élevée. Mais, voilà. Et donc on se rend compte que loin de la simple mise à disposition du matériel, qui est un préalable essentiel, hein, mais si on ne fait que ça, c'est pas suffisant. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement, formation, soutien à la mobilisation, notamment par la mise en place de réseaux de référents de sites. Donc en fait, faire en sorte que les citoyens ils se parlent entre eux en disant t'as quoi comme problématique, chez moi c'est ça, etc. Ça permet aussi de leur donner une visibilité sur le fait qu'ils sont pas tout seuls et que leur engagement, en fait, il y en a d'autres qui le portent aussi. Et donc c'est pas, ils sont pas dans leur coin à être à s'essouffler. Et puis la mise en place de guides composteurs employés par la collectivité. Donc les guides composteurs, c'est quoi ? C'est des éco-animateurs, on en parlait tout à l'heure. Ce sont des personnes qui sont sur le terrain, qui vont venir épauler des référents de sites, qui vont pouvoir prendre la mesure, un petit peu comprendre et venir rabâcher un peu. On voyait tout à l'heure là, dans l'étude de l'ADEME comparative, il y a une composante, c'est communiquer et recommuniquer et revenir. Et en fait, les guides composteurs, ils ont ce rôle-là. Et ils ont aussi un rôle vraiment de soutien, parce que quand on ne compte que sur du bénévolat pour prendre en charge une politique publique de déchets, parfois il y a un peu des ratés. Il y a 3 référents de site d'un site qui marchait très bien, qui déménage d'un coup pour des raisons personnelles. En fait, il va falloir remobiliser, revenir, reparler, refrapper aux portes. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Alors oui, ça fait un peu augmenter la dépense. Par rapport à juste donner des bacs. Mais en fait, on le voit, la gestion de proximité, ça permet aussi de mitiger la dépense par rapport à la collecte. Je crois que c'est vous qui disiez, la collecte et la pré-collecte, c'est 80% du coût. En fait, ces 80%-là, avec la gestion de proximité, on ne les a pas. Donc, autant utiliser la marge pour aussi aller faire tout cet accompagnement de territoire. Surtout que c'est un formidable outil d'insertion. On travaille beaucoup avec des structures comme le mouvement des régies de quartier. Donc ça vient mobiliser d'autres types de fonds. Hein. Donc il y a, parfois on fonctionne un peu en silo dans les collectivités. Il y a tous les budgets déchets, mais il y a aussi les budgets insertion, développement social, qui peuvent être mobilisés pour former de manière qualifiante des personnes éloignées de l'emploi sur des thématiques comme la gestion des déchets. Et c'est quelque chose d'essentiel parce que quand on dit OK, à l'heure actuelle, il y a 3 collectes par semaine avec des reapers qui font ce travail-là, qu'est-ce qu'on fait des reapers à terme si en fait il y a la moitié qui passe en gestion de proximité sans plus de collecte? En fait, on peut les faire évoluer vers des métiers différents qui sont aussi valorisés, qui peuvent permettre de l'épanouissement, donc dans le suivi et l'accompagnement de sites de gestion de proximité. Après, par où commencer pour mettre en place une politique publique de gestion de proximité? Par une véritable réflexion menée en fait par un professionnel, un maître composteur expérimenté en régie ou externalisé pour vraiment faire une analyse fine des besoins du territoire. Est-ce que tu as des exemples en fait d'expériences réussies justement où en tout cas il y a une grande partie de la GProx, mais aussi un peu, j'imagine aussi de la collecte, puisque forcément.
On a des exemples, alors on a des briques d'exemples, Ouais. voilà, à l'heure actuelle où il y a des volets qui se passent bien. On est quand même encore aussi dans, on va dire, un développement pas à pas. Alors il y a des exemples sur des guides composteurs qui fonctionnent très bien, mais où il y a du coup, en fait, bizarrement, qui sont venus un peu remplacer l'effort bénévole, pas très loin de chez vous, dans la communauté de Loisan. Il y a aussi, par contre, voilà, un endroit où on arrive à capter beaucoup de déchets et en maintenant un engagement citoyen très fort, c'est la communauté de communes de Ambert-Livardois-Forez en Auvergne. Alors, vous allez me dire, du coup, ça marche bien en zone rurale. Oui, mais pas que. On voit qu'il y a des exemples, vous en parliez dans Lyon. Dans Paris, j'ai des exemples d'arrondissements très volontaires où il se crée des réseaux de référents qui sont portés par la mairie d'arrondissement, donc qui est au plus près en fait de ses habitants, ce qui permet non seulement au service d'avoir en fait en direct le retour des habitants sur en fait ça marche bien, tel type de matériel c'est pas adapté, avec telle complémentarité ou tel broyat ça marche mieux. Ça permet aussi aux élus d'avoir un retour direct des habitants. On a des élus qui s'impliquent directement dans les réseaux de référents, donc ça leur permet d'avoir un pied un peu sur le terrain, sur quelque chose. Les déchets, c'est pas souvent quelque chose de très fédérateur de collectifs d'habitants. Là, il y a une possibilité. Et au final, donc, même dans les centres urbains très denses, en fait, il y a des possibilités d'aller vers ça. Surtout que ce qui fait du sens, c'est l'exutoire, vraiment. Et en fait, on parle beaucoup en fait, de retour au maraîchage, etc. Mais avec l'été qu'on a eu, de très forte chaleur, on se rend compte que la recréation d'îlots de fraîcheur en centre urbain, c'est très important. La revégétalisation, et en fait, les sols urbains, ils sont complètement érodés par des années d'artificialisation. Et là où on veut recréer en fait de la nature en ville, merci. C'est très important de revivifier les sols. Et le compostage permet ça, en fait, sans avoir des intrants externes, de la tourbe du Danemark ou je ne sais. Et donc, du coup, c'est aussi une super plus-value pour les sols en milieu urbain, dont on parle moins, mais qui sont aussi importants dans ce temps précis. Merci. Je me permets. Oui, bien sûr, Isabelle, tu veux rebondir? Je veux bien partager l'exemple dans le 7e arrondissement parce qu'on avait un beau réseau de composteurs, notamment collectifs de quartier. Et avec l'arrivée des bornes à compost, il y a eu un petit moment d'inquiétude où tout le monde s'est dit « Oh là là, ça va faire concurrence à notre site, etc. » Et alors, il ne faut pas se leurrer, oui, il y a plus de files d'attente alors qu'on avait des files d'attente pleines à craquer. Il y a certains adhérents qui ne viennent plus apporter leurs épluchures, mais il y a des gens qui font la chose extrêmement bien et qui amènent leurs épluchures dans leur composteur de quartier et tous les restes carnés, les restes de fromage, de pâtes, qui les mettent dans les bornes, donc ils font vraiment carrément un double tri. C'est dire qu'il y a la perfection existe. Et puis, on s'est rendu compte aussi que les sites qui résistent le mieux quand il y a un service de collecte à proximité, c'est ceux où finalement l'exutoire, on sait où va aller le compost. S'il y a un jardin partagé, là, le fait de faire du compost, ça prend son sens. Et le fait de s'engager pour se dire, en fait, quelque part, ça fait partie d'un projet plus global que simplement celui de réduire ses déchets ou de ne pas les envoyer à l'incinération, ça crée une certaine solidité, en tout cas, du collectif de compostage qui s'est mis en place. Et c'est peut-être moi, du coup, alors à Lyon, j'ai réorienté le compostage de quartier là-dessus en disant s'il y a un projet annexe, un jardin partagé, s'ils savent ce qu'ils vont faire de leur compost, ok, on y va, on les accompagne, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est juste faire du compost pour faire du compost et qu'on se retrouve avec cette matière qui est de l'or et qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu dommage. Voilà. Ouais, exactement. Non, c'est vrai. Du coup, j'en profite pour réagir à chaud sur ce qu'on peut mettre dans le compost ou pas dans le compost de proximité. Parce que non, mais pour nous, c'est très important de le clarifier que alors, les territoires font les choix qui leur appartiennent.
mais il n'y a pas de contrainte réglementaire. En fait, l'arrêté qui, alors je parle sous le contrôle des ministères qui sont présents dans la salle, mais l'arrêté qui définit en fait ce qu'on peut faire en gestion de proximité des biodéchets considère qu'en fait les biodéchets qu'on composte sont de toute façon des sous-produits animaux de catégorie 3, donc on peut vraiment y aller sur le carnet, les restes d'assiettes. Alors, évidemment, nous, on travaille d'abord sur le gaspillage alimentaire. Hein, donc, ce qu'on dit, c'est vraiment, s'il y a un reste d'assiette avec des restes de viande, allez-y. Mais essayez de cuisiner quand même votre viande et de la manger sans la jeter. Mais c'est vraiment c'est pas un blocage. D'ailleurs, il y a des métropoles, comme la métropole de Toulouse, qui ouvrent complètement les vannes à tout type de déchets dans les composteurs de quartier. Donc, c'est pas une limite en soi. Non. C'est vrai. Morgane, je te laisse réagir sur tout ce qui vient d'être partagé. Oui, tout à fait. C'était très riche. Hein, donc, je vais compléter et abonder, notamment donc déjà sur le fait qu'effectivement, en vrai, dans un composteur de quartier, on pourrait mettre toutes les matières. Si on ne les met pas, c'est parce qu'il faut former. Et du coup, ça me fait rebondir sur la deuxième chose, qui est qu'il faut y passer du temps. Et en fait, cette complémentarité entre la collecte et la gestion de proximité, elle montre aussi ça, en fait. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on pourrait avoir une conclusion simpliste de ce que nous a été présenté par l'ADEME, c'est quand on fait de la Gprox, ça coûte rien, mais ça marche pas, et quand on fait de la collecte, ça marche bien, mais ça coûte cher. En fait, c'est évidemment pas ça la vraie conclusion. La vraie conclusion, c'est quand on y met les moyens, ça marche. Et en fait, c'est vrai que ce soit de la collecte ou de la gestion de proximité. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne tous ensemble, c'est que il n'y a pas d'opposition entre les deux systèmes. Ils sont extrêmement complémentaires, à la fois parce que les territoires peuvent être hétérogènes, mais aussi au sein d'un même quartier, d'un même territoire, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, parce qu'elles ne vont pas forcément amener les mêmes déchets, parce que ça peut être des moments différents de leur vie, parce qu'elles peuvent avoir déménagé, parce que pour plein de raisons, en fait, on peut avoir des choix de nouveau, composter certaines matières, pas d'autres, et faire collecter certaines matières, pas d'autres. On a besoin du compost localement, ça a évidemment beaucoup de sens de le mettre en local. On n'a pas besoin de compost localement, ça a extrêmement de sens également, et je le dis, même si ça va parfois à contre-courant de ce qui est dit, nos agriculteurs ont besoin de cette matière. Alors j'entends évidemment, je ne suis pas non plus celle qui veut faire des kilomètres au compost, mais l'appauvrissement, boucler la boucle, c'est aussi ramener au point de départ. Et je le dis souvent, je composte à la maison et la plupart des matières que je composte chez moi, elles ne viennent pas de mon potager. Donc en fait, je ne boucle pas la boucle dans un sens. Donc tout ça, ça a du sens et il ne faut pas opposer les systèmes, très clairement. Et je crois qu'autour de la table, on ne les oppose pas. Donc je pense que tout le monde est convaincu. Mais pourquoi est-ce qu'on le redit avec force? C'est parce qu'effectivement, et je me suis déjà rendu compte que c'était vrai de beaucoup de filières nouvelles, il y a beaucoup d'expériences vertueuses. Et puis pour montrer qu'on est tous très vertueux et qu'on a envie de faire quelque chose, on a évidemment tendance à mettre en avant ce qu'on sait bien faire. Et ça peut donner cette impression que quand je dis la collecte en porte-à-porte, ça marche bien, ça peut donner l'impression que je dis la gestion de proximité, ça marche pas. En fait, c'est pas vrai. Et je crois qu'on a tous aussi à apprendre de ça, parce qu'on défend tous avec force ce côté, il faut qu'on arrête de gaspiller les ressources. Et on a un combat à mener ensemble. Et je crois qu'on l'a dit sur plein de choses, sur la communication. Ça a déjà été dit, mais vraiment, je le redis, c'est aussi une des conclusions d'ailleurs de l'étude qu'on a fait au sein de la CME. Ça me fait penser que j'ai oublié de me présenter. Donc la CME, Conférence des métiers de l'environnement, qui regroupe à la fois la FNAD, le SNEFID et FEDEREC. Et donc moi, au sein de cette CME, donc la FNAD, c'est le syndicat des gestionnaires de déchets, pour le dire un peu rapidement, mais en fait des recycleurs aussi, puisqu'aujourd'hui, ça a été dit plein de fois aussi, les déchets, c'est d'abord une ressource. Donc au-delà de gérer des déchets, en fait, on gère des ressources et du recyclage. C'est 250 entreprises, à peu près 46 000 employés sur toute la France. Donc tout ça pour dire qu'au sein donc, de l'étude qu'on a fait au sein de la CME, elle arrive aussi à cette conclusion qu'il faut qu'on ait une communication commune. Et cette communication commune, je le redis, mais c'est sur effectivement des couleurs de bagues, c'est sur des préconisations de fréquence, c'est sur des consignes de tri. Et effectivement, il n'y a pas en soi de consignes de tri différentes à avoir en Gprox ou en collecte, quand bien même, je le redis quand même, en Gprox, c'est vraiment important de former les gens, puisque en collecte, le traitement se faisant sur un site externe, les gens ont été formés. Mais globalement, en tout cas, voilà, on pourrait donner des
des consignes harmonisées. Et quelque chose aussi qui est assez intéressant, en vous écoutant, je me suis fait la réflexion. L'objectif de notre table ronde, c'était un peu qu'est-ce qui manque aussi comme objet réglementaire. Donc je vais revenir sur un des points qui moi, me semble, enfin nous semble au sein de la FNAD manquer, ou en tout cas où on a l'impression d'avoir raté un peu quelque chose, c'est cette histoire de définition du tri à la source de biodéchets. Je suis désolée, je reviens dessus, mais je pense que c'est vraiment important pour qu'on avance tous dans le même sens. Et sur le fait qu'on aurait dû, entre guillemets, découpler cette définition du tri à la source de l'arrêté TMB. Et pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce que ce qui est intéressant avec la définition du tri à la source qui est dans ce texte-là, c'est que c'est une définition qui justement englobe à la fois la GPROX, la collecte. Elle ne dit pas il faut collecter tant de kilos. Elle dit il faut atteindre telle performance. Et elle donne plusieurs moyens, 3 moyens différents aux collectivités de pouvoir cocher la case je trie à la source. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant dans l'état d'esprit, en tout cas. Après, évidemment, ça serait à creuser, mais de se dire qu'effectivement, on peut fixer une cible, un endroit vers lequel aller et une validation de la performance qui n'oppose pas les systèmes et qui permettent d'avoir des solutions mixtes. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux aussi, donc vous accompagnez dans 2 mots les collectivités aussi, voilà, à mettre en place des fois les systèmes. C'est quoi en fait votre rôle en fait là-dedans? C'est quoi les conseils que vous donnez, justement à part évidemment tout ce que tu viens de dire déjà, mais en 3 mots en fait les trucs clés justement pour réussir. Qu'est-ce que vous préconisez Alors un portage politique. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est vrai, nous, on est répondant d'un appel d'offres. Si l'appel d'offres ne prévoit pas, prévoit juste une distribution de bacs, on fera juste une distribution de bacs. Si l'appel d'offres prévoit des choses plus ambitieuses, avec des ambassadeurs, avec des maîtres composteurs, avec, pourquoi pas, des collectes porte-à-porte, point d'apport volontaire, on répondra à ça aussi. Donc le premier élément, évidemment, c'est un portage politique. Moi, ce qu'on observe aussi au sein de la fédération, c'est des évolutions, évidemment, entre ceux avec lesquels, au sein de mon entreprise, on est parti il y a plus de 10 ans, donc il y en a dans la salle, les Pays de Vilaine, le SM4, voilà, il y a des gens qui sont extrêmement motivés et qui ont été dans les fondateurs d'ailleurs de Compost Plus, qui sont partis depuis très longtemps. C'est pas du tout le même profil que ceux qui se posent des questions aujourd'hui, donc les choses ont évolué. Mais globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que on est sur une filière qui est très... je ne vais pas dire qu'il y a de l'ambition, mais qui a la niaque, excusez-moi l'expression, mais en tout cas, voilà, qui a des envies communes. Et je le redis, mais voilà, ne pas opposer les systèmes, et on est capable, nous, les confrères, tous les syndicats, de répondre avec des solutions mixtes, notamment. Pour citer un exemple, parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant, nous, ça nous est arrivé de répondre, alors soit avec le réseau Compost Citoyen, avec les alchimistes, en fonction des personnes qu'il y a sur le territoire. Il y a aussi des réponses qui peuvent se faire avec des systèmes de composteurs électromécaniques. Je vais donner l'exemple de Rennes. Je crois qu'il y a madame... Je ne sais plus si elle est encore là, Madame Lebéchec, mais bon, bref, il y a des solutions qui existent, donc avec des solutions de proximité qui peuvent être aussi un peu innovantes, avec des déploiements, avec des innovations, avec des quartiers qui font des choses parfois un peu différentes et qui permettent de travailler collectivement à cette solution commune. Merci beaucoup. On va, avant de faire le mot de la fin, chacun que je vous ai prévu, on a un quart d'heure, 20 minutes de questions. Donc vous pouvez poser les questions donc à nos invités. Si vous avez des questions techniques, plus politiques. Oui. Tu prends le micro, Harry. Oui, une question pour le monsieur de Grenoble. Excusez-moi, je n'ai pas votre nom. Vous avez dit que vous étiez à entre 15 et 35 kilos par habitant et par an. La moyenne, c'est quoi par habitant desservi? La même question pour Madame Petiot. Vous en êtes où actuellement en performance par habitant desservi? Merci. Je t'en prie. La moyenne, alors c'est 15 à 35 kilos sur les territoires desservis. On n'a pas tout à fait fini. Il nous reste encore la dernière tranche, on va dire, de 100 000 habitants, mais ça fait une moyenne aux alentours de 19, 20. Voilà, on n'est pas stable encore parce qu'on modifie parfois des choses dans nos plans initiaux, donc on va dire qu'on peut partir sur 19, 20. Voilà.
Alors moi, habitant desservi, c'est compliqué du coup à définir pour nous, en tout cas. Enfin, voilà. Le ratio, il n'est pas encore, moi je trouve pas très parlant, je l'exploiterai pas forcément, mais on s'approche, on est entre 12 et 15, on s'approche des 15. Et il n'y a pas de déchets verts dans nos chiffres, hein, parce que ce matin on a entendu des chiffres qui nous intriguent, mais en fait, parce qu'il peut y avoir des mélanges, il n'y a rien à dire là-dessus, de collecte de déchets verts avec. Là, on n'est que sur le reste alimentaire, hein, pur. Pas pur. Pour les trois exemples. Donc, je m'appelle Henri Champy, je dirige la société CEPRA Solutions, qui est une petite PME locale en région Rhône-Alpes. Je me permets une petite aparté pour Madame Petiot pour remercier ses équipes parce que j'habite la métropole lyonnaise et donc malheureusement j'habite pas dans le 7e, mais en tout cas par mes enfants est en train de remonter le fait que vite j'espère que ça va arriver chez nous. Donc merci parce que je tiens à vous le dire, c'est vraiment quelque chose de positif. Je voulais essayer d'aborder un sujet parce que là on parle de la collectivité et de tout ce qui va en aval. Donc c'est chouette, on récupère des biodéchets, on les met en biocompost, on composte ou on fait de la méthanisation et on en sort quelque chose de très positif. Mais moi en tant qu'acteur de la filière plutôt amont, c'est-à-dire de la mise en place de solutions pour vous aider à récolter, donc c'est ce que je fais, hein. J'ai une marque qui s'appelle Solubio, on met en place des outils qui permettent aux collectivités d'aller chercher des déchets ciblés. Et donc j'ai monté cette marque il y a 3 mois pour aller justement sur la partie biodéchets que je ne traitais pas. Et je voulais savoir si vous, en tant que métropole, il est important d'aller chercher des filières qui sont en circuit court. C'est très bien d'aller mettre du compost en circuit court derrière dans des jardins ou sur des agriculteurs pour essayer que le compost ne fasse pas des dizaines de kilomètres. Par contre, aujourd'hui, je ne vois pas passer dans tous les appels d'offres une notion de circuit court en amont sur la valorisation des filières de sacs biodégradables et compostables ou de sacs craft fabriqués en France, de solutions en fait fabriquées en France aussi chez les injecteurs plastiques pour les bioseaux, ou de valorisation de nos filières bois pour la mise en place de composteurs qui sont de proximité. Typiquement sur la métropole de Grenoble, on a une filière bois qui est très forte et avec des personnes qui savent faire, peut-être pas dans des conditions de composteurs chinois ou de composteurs des pays de l'Est, mais qui savent faire. Je voulais savoir si ça, c'était quelque chose que vous comptiez développer pour permettre effectivement qu'on ait, vraiment qu'on ait je trouve pas mon terme, mais quelque chose qui va diminuer en fait l'impact carbone, mais en amont en fait. Parce qu'aujourd'hui, typiquement dans le Rhône, on est capable d'aller produire à Saint-Étienne des produits aujourd'hui que toutes les métropoles vont acheter en Europe et loin, et donc qui fait des kilomètres. Merci. Alors, moi, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Le problème, c'est... Alors, il faut vite qu'on aille chercher nos députés et nos sénateurs. Il faut qu'ils nous changent les lois des marchés publics. Parce que là, on se bat et on essaye d'inclure tout ce qu'on peut comme contrainte pour régionaliser les marchés. Et inversement, l'État nous demande les Européens... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si le mot existe. De passer des marchés européens sur des... Alors, plus on est gros, plus on est contraint à le faire. Donc, du coup, la réponse, elle n'est pas très heureuse. C'est qu'aujourd'hui, on est sommé de ne pas le faire. Donc, on peut essayer de le construire avec d'autres outils et notamment développer des filières complètes qui seront en capacité de répondre. J'ai exactement le même problème sur la collecte des encombrants à domicile et la préservation pour le réemploi. On n'a pas contraint, parce que ça s'est fait tout à fait dans le bonheur et l'allégresse, mais on a fait une SIC avec nos prestataires, partenaires, associatifs, historiques, ceux qui font ça depuis des décennies. On les a regroupés en SIC pour que la SIC puisse répondre à nos lotis de marché public. Sinon, ça partait par des gens qui venaient d'on ne sait où pour nous faire un travail parfois très bien, parfois... très très moyen, voire misérable. Voilà, donc on a un problème législatif là. Il est clair qu'il faut s'adresser à
nos parlementaires pour qu'ils nous aident à construire des filières et à privilégier ces filières de proximité autant qu'on puisse le faire dans un respect de concurrence. Puis il y a des raisons quand même à tout ça, il ne faut pas tout jeter, mais voilà, c'est un vrai souci de construire des filières ou de raisonner carbone. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Moi, je raisonne carbone, par exemple, sur le bois B, ça parle, je pense, à tout le monde, le bois B des déchetteries. Voilà, moi, pour l'instant, je le mets dans des camions, ça fait quelques milliers de kilomètres pour aller en Italie, ça me coûte 1 million d'euros. Eh bien, c'est fini. À Grenoble, on va enfin modifier une chaufferie de la compagnie de chauffage à coût de millions, 36 millions. On va se passer du charbon au passage et on va incinérer notre bois B. Et c'est fini de le transporter de partout, alors qu'il a déjà fait des milliers de kilomètres, puisque c'est du mobilier qui a beaucoup circulé aussi. Voilà, mais donc on a un problème de filière. Et tout à l'heure, il y avait les collègues des régions. Moi, j'aimerais travailler avec eux, quoi, parce que c'est pas exactement ce que je vis en Rhône-Alpes. Ce que tu vis également en Rhône-Alpes, où on n'a aucune écoute sur la filière carton, la filière bois, la filière déchets. On a zéro aide de la région au CPER sur la méthanisation et les déchets alimentaires. Voilà, donc on doit construire ça politiquement dans la complexité française, là, notre beau pays bien compliqué. Je rejoins totalement. À chaque marché qu'on passe, on se confronte à cette éternelle question des critères et de qu'est-ce qu'on doit mettre et est-ce qu'on la lotit, comment, pour que les petits acteurs puissent se positionner. Et oui, ça fait partie de nos priorités. Et après, effectivement, il y a la réalité qui nous rattrape, donc on fait ce qu'on peut. Mais on le fait bien. Et on le fait bien, toujours. Ah bah oui. Bonjour. Donc, je me présente, je suis doctorante en bioéconomie des déchets organiques et résidente du 7e arrondissement de Lyon aussi, au passage. Je salue Madame Petiot. J'avais une question pour Madame Martine Liot, donc du Voironnais, qui concerne justement la question de la complémentarité de la gestion des proximités et du tri à la source, et de la collecte sélective, pardon. Il me semble que les deux ne sont pas exactement logés à la même enseigne d'un point de vue réglementaire et administratif. Réglementaire d'abord, puisque, détrompez-moi si je dis des bêtises, mais le compost produit par la gestion de proximité n'est utilisable que par les gens qui ont contribué au composteur, donc pas forcément valorisable de la même manière que celui qui est issu d'une collecte sélective. Et administrativement parlant, alors là je pense plus aux travaux d'une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Lehec, qui a travaillé sur la ville de Paris et qui a montré que le compostage de proximité était rattaché à la direction de la prévention des déchets, tandis que la collecte sélective était plus rattachée aux enjeux justement de valorisation des déchets. Et donc dans la première direction de prévention, on avait plutôt des personnes intéressées, mais pas forcément des ingénieurs, donc qui n'étaient pas forcément sur l'optimisation des systèmes de composteurs, on va dire, partagés ou individuels, qui étaient distribués par la ville. Et donc au final, on n'a donc pas le même type de produit à la fin ou d'exutoire possible. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi des enjeux de réglementation ou d'administration à modifier? Ouais, vous êtes trois à pouvoir répondre. En fait. Il y a Morgane, Martine, oui, on est plusieurs Florian. à pouvoir répondre. Je vais juste répondre sur la première partie. Vous dites que le compost n'a pas le même statut. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Le compost qui est produit en compostage de proximité, il peut de la même manière en fait être normé. C'est juste que comme on en produit une quantité qui est moins forte et qu'on n'a pas de suivi, notamment de température. Enfin bref, on n'arrive pas à respecter les critères de la norme, mais ce n'est pas le fait qu'il soit de proximité qui l'empêche de respecter les critères de la norme. Donc on pourrait très bien avoir un compostage de proximité, et ça existe, hein, il y en a qui le font, et à condition qu'on respecte bien le processus de compostage, donc à la fois les montées en température, la durée de compostage et l'analyse finale qui valide qu'on a bien les critères qualité, il peut être vendu à n'importe qui. Mais si on ne fait pas ça, effectivement, il doit être géré uniquement sur le lieu du producteur. D'ailleurs, pour compléter, au sein du réseau, on a des maîtres composteurs qui ont fait un peu ce travail d'observer un site de compostage partagé sans y intervenir et d'analyser le compost in fine. En fait, on obtient des résultats qui sont en termes en fait, d'analyse finale de meilleure qualité que du compostage industriel dans bien des cas. Donc, c'est pas vraiment une limite, c'est juste que effectivement, comme il faut normer chaque lot,
et que la normalisation a un coût en temps de suivi et en coût financier d'analyse, c'est pas possible de le faire. Donc effectivement, il y a peut-être une adaptation normative à ce niveau-là à envisager, mais ça limite pas. Enfin, c'est pas ça qui fait que le compost est moins bon. Non, et ça limite très peu finalement son usage aussi, puisqu'en général on est sur l'idée, c'est quand même de faire des petites quantités utilisées localement. Donc l'état d'esprit est aussi celui-ci. À partir du moment où on atteint un certain seuil qui fait qu'on doit entre guillemets le vendre ou le distribuer à l'extérieur, ben, on atteint aussi des volumes qui permettent de se reposer la question. Donc ça semble comme ça être un hiatus. Finalement, c'est aussi parce que c'est pas du tout les mêmes quantités et les mêmes besoins. Et la volonté même de la GPROC, c'est bel et bien de l'utiliser localement, quoi. Exactement. C'est-à-dire que nous, en fait, au Pays Voironnais, donc on fait du porte-à-porte et des paves. Là, pour le coup, c'est nous qui traitons. Et après, on a un process en fait, bien orthonormé où on a une personne qui gère et après, on a des analyses qui nous permettent de dire que c'est un FU. Par contre, sur la gestion de proximité, effectivement, on a des maîtres composteurs qui font partie donc, du réseau Compost Citoyen et qui ont été formés. Pour le coup, en fait, c'est eux qui vont pouvoir, sur des choses collectives, aller voir. Pour autant, le compost, in fine, il ne revient pas au Pays Voironnais. Il revient aux usagers et aux porteurs de déchets à ces endroits-là. Et dans les composteurs individuels, c'est de la même manière où lombricomposteur, le lombrité, c'est pas le Pays Voironnais qui vient le collecter comme du lait, hein, c'est bien les gens qui l'utilisent in situ. Après, il y a des méthodologies de savoir quel compost on a au final. Et puis, le maître composteur, comme il a été dit, il faut vraiment qu'il soit formé et qu'il y ait une vision, en fait. Et c'est vrai que d'avoir un référent, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui va avoir de temps en temps ces composteurs collectifs, parce qu'effectivement, s'il y a des déménagements, on se rend compte qu'on a une perte en ligne du process. Mais pour le coup, nous, après, on ne fait pas d'analyse sur ça, parce qu'il est consommé localement, donc il n'y a pas... disons que là, on ferait de la technocratie. Donc ce n'est pas le but du jeu, du local, de faire de la technocratie. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et pour répondre à votre... Tu voulais peut-être finir, non ? En fait, oui, j'allais plus faire un peu un lien avec l'objet de cette table ronde, de se dire quelle complémentarité entre la GPROX, la collecte, et pour plus de fluidité entre les deux. On voit qu'effectivement, là où il y a peut-être une zone grise de la réglementation, c'est entre la plateforme industrielle hyper maîtrisée à l'extérieur de la ville, etc., et le petit site de compostage citoyen qui va être en pied d'immeuble au sein du quartier. On voit qu'il y a des collectivités, des entreprises privées qui souhaitent le développement en fait, de micro-collectes de quartiers qui font du sens dans de la renaturation, du redéveloppement des ceintures vertes, etc. Et que ça, on est dans une zone grise encore, donc dans des volumes qui commencent à être importants, peut-être à la limite de la gestion de proximité jusqu'à la limite de la déclaration ICPE, hein, dans cette zone-là, à peu près entre 50 et 750 tonnes, et où là on a un cadre réglementaire qui est vraiment, on a une pièce de puzzle qui rentre pas bien, quoi. Donc c'est peut-être un... Voilà. On en a parlé justement sur la table ronde où il y avait toute la législation, et c'est vrai que voilà, je pense que les ministères ont bien entendu et que ça va être dans les travaux futurs, en effet, d'apporter en fait, des réponses à ce chaînon manquant, on va dire, dans la filière, quoi. Après, juste pour compléter, il y avait Monsieur Coiffard, il a dit quelque chose de très juste, c'est que en fait, le compost, il a toujours existé. Faut pas qu'on l'oublie. Avant, il y avait moins de déchets, il y avait du recyclage qui était automatisé parce qu'ils se posaient pas la question, parce que la ressource était pauvre et qu'il fallait faire in situ. Et il n'y a jamais eu de problème de compost ou de mort par compost parce qu'il a été mal fait. Enfin, faut qu'on relativise aussi. On redécouvre effectivement des choses un peu ancestrales. Et juste pour finir, ce que vous aviez posé une deuxième question, hein, qui était sur la prévention versus gestion des déchets. Je rappelle juste qu'en général, c'est le SPGD, donc c'est à la fois prévention et gestion des déchets. Donc normalement, c'est dans le même service. Alors, il y a peut-être des endroits où ils les séparent, mais voilà. Et le deuxième point quand même que j'apporte à votre réflexion, c'est que la gestion de proximité n'est pas de la prévention. C'est l'anti-gaspillage alimentaire qui est de la prévention. La gestion de proximité, elle permet d'être un vecteur de cette prévention, parce que trier et notamment le gérer localement permet de se rendre compte du gaspillage, de l'importance des ressources et de tas de choses, mais elle n'est pas en soi de la prévention, puisque le déchet est bien produit quand même il est géré localement.
Merci. On a une dernière question, ou peut-être avant-dernière, selon. On vous écoute. Oui, merci. Bonjour. Donc, Andrea Ferry, je représente aujourd'hui l'entreprise Les Alchimistes, donc un réseau d'entreprises de collecte et compostage des déchets alimentaires. On travaille notamment avec la métropole de Lyon qui est présente aujourd'hui. Mais en fait, je voulais vous livrer une réflexion qui est plus une réflexion de citoyenne, qui n'est pas vraiment de rapport avec mon travail chez Les Alchimistes, par rapport à la gestion de proximité, justement, qui me pose de plus en plus une question sur le fait qu'on demande à des citoyens de gérer leurs propres déchets. Alors, je vous dis ça parce que j'ai fait des études de Sciences Po, que j'ai fait du droit public et que j'ai très fort en tête, en arrière-pensée, et que j'ai aussi beaucoup travaillé en collectivité, la question de l'égalité de services sur un même territoire pour les habitants. Alors, on sait bien que c'est toujours très relatif, l'égalité de services, mais c'est vrai que cette question-là, je ne sais pas, je me la pose de plus en plus, notamment parce que j'accompagne des collectivités dans leur réflexion par mon travail. Et à chaque fois, je me demande, mais est-ce que en fait, la gestion de proximité peut être une solution à grande échelle, et surtout, est-ce qu'elle peut être imposée en fait, comme solution unique à des habitants qui pourraient ne pas avoir envie de traiter leurs propres déchets? Alors, mon intervention n'est pas du tout une attaque contre la gestion de proximité, parce que j'en vois bien évidemment tous les intérêts. Je suis aussi présidente d'une asso lyonnaise qui défend la réduction des déchets et qui défend beaucoup le compostage de proximité. Donc c'est pas du tout une attaque, c'est plus une réflexion que je vous livre pour savoir un peu si d'autres personnes se la posent aussi, et si voilà, et si qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a des habitants qui vont avoir un service de collecte, parfois en porte-à-porte ou en porte-à-porte volontaire, mais quand même relativement pratique, et d'autres à qui on va dire c'est à vous de faire votre compostage chez vous ou dans le quartier, mais ils n'auront pas d'autres solutions à disposition, à vrai dire. Et voilà, on pourrait se dire qu'en tant que citoyen, on n'a pas forcément envie de participer à ce traitement-là. Voilà. Je m'arrête là. Je vais te laisser la parole. D'abord, je voudrais juste dire, en fait, justement, il y a des collectivités du réseau qui se posent justement ce genre de questions et qui, du coup, sont plutôt dans des choix de se dire, en fait, que le citoyen ait accès à, finalement, et son choix, en fait, des différentes solutions, et que la collectivité propose les solutions et que chacun, en fait, y trouve finalement la solution qui lui convient le mieux. Et c'est vrai que là, donc, des collectivités qui ont fait ça depuis très longtemps et qui, du coup, sont dans ces étapes d'optimisation, sont vraiment sur des schémas aujourd'hui, un peu de réflexion là-dessus, plus de se dire, on met dans l'urbain, on met forcément de la collecte en porte-à-porte, on est en rural et donc on met du compostage. Non, on est beaucoup plus sur des trucs très agiles. Voilà, c'est des réflexions dans lesquelles on est aujourd'hui au sein du réseau, voilà, pour aller vers des choses beaucoup plus lointaines. Il y a l'exemple du SMICVAL qui interviendra tout à l'heure, dans les tables rondes les prochaines de demain. Je ne sais pas s'ils en parleront de ce projet, mais voilà, c'est... En fait, je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas que ce soit toujours sur la base du volontariat, la gestion de proximité, et que ça ne soit pas forcément imposé comme solution unique, quoi. Enfin, du coup, moi, je me retrouve en fait dans une position de conseil. Du coup, je me confronte moi-même à cette question et je ne sais pas trop quoi dire. Alors, oui, merci pour la question. Je pense que, en fait, faut dédiaboliser aussi la gestion de proximité. Hein. C'est une gestion citoyenne. Nous, ce qu'on défend au réseau Compost Citoyen, c'est qu'il y ait, donc, premier élément de réponse, qui est déjà que ce soit accompagné par des guides composteurs, ce que je disais, qui viennent épauler les référents de sites. Et ensuite, en fait, un site de compostage, ça permet la réappropriation de ressources par les citoyens. C'est quelque chose qui plaît à quand même aussi beaucoup de participants dans les sites de gestion de proximité. Donc effectivement, j'entends, ça ne plaît pas forcément à tous. Mais en fait, quand on n'est pas forcément un acteur moteur du site, qu'est-ce que ça change par rapport à un point d'apport volontaire? C'est qu'on vient apporter ces déchets et qu'on va recouvrir d'un peu de broyat. C'est pas un effort monumental par rapport à juste on fait de la gestion de proximité, on apporte ces déchets. Et par contre, sur un site qui gère peut-être 70-80 foyers, il suffit qu'il y en ait une dizaine de moteurs pour que ça fasse vraiment du sens et que ça vienne alimenter un petit jardin partagé, un espace vert, n'importe quoi, ou même que ce soit pris en charge après par la collectivité pour alimenter des plates-bandes de la mairie. Donc voilà, je voulais juste
apporter cet élément-là. Et je pense que Martine avait quelque chose à dire, et puis Isabelle aussi. On va. Alors, pour remonter. Allez-y, parce qu'on a une dernière question et on déborde un tout petit peu, mais on va prendre le temps parce que je pense que c'est important. Alors, cette question de proximité et puis de dire entre porte-à-porte et gestion de proximité, ça rapporte en fait à l'évaluation des politiques publiques et en fait leurs coûts. Et en fait, il faut faire un système gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas aussi... Il faut bien prendre en considération, par exemple, typiquement, nous, une baume qui va à Saint-Joire-en-Valdaine, donc c'est le nord du territoire, ça veut dire que elle pollue tout au long, qu'elle va passer par les villages, etc., etc. Et en fait, nous, on est en train de travailler avec les élus, effectivement, sur de l'adaptabilité et l'évaluation des politiques et de dire on est gagnant-gagnant. Par exemple, quelqu'un qui habite dans Voiron, il coûtera moins cher à la collecte, que ce soit OMR ou emballage, que quelqu'un qui habite à 30 km de Voiron. Ce qui veut dire qu'on ne rapporte pas, on fait de la péréquation tarifaire aujourd'hui, puisque le service est donné à tout usager, quelle que soit sa localisation, le même tarif. Enfin, on a un pourcentage, mais c'est le 10,4 pour nous en tout cas. Mais pour le coup, en fait, il y a bien une péréquation tarifaire, donc il ne faut pas l'oublier. Donc si on rapproche tous les coûts de qui coûte quoi à qui, en général, il faut un peu s'en méfier. Voilà. Faut pas se dire qu'il n'y a que le compostage, que le biodéchet, mais il y a l'emballage à collecter, il y a aussi le déchet résiduel, et où est-ce qu'il va et comment on le transite. Donc ça, je trouve que c'est des éléments, et on peut apporter des solutions alternatives, mettre par exemple des broyeurs à disposition sur des territoires ruraux qu'on ne ferait pas en ville. Enfin, il y a d'autres solutions, donc il faut relativiser, de se dire la Gexprox du local, elle bénéficie, enfin elle demande à l'usager, mais l'usager il bénéficie aussi d'autres choses qu'il faut prendre dans une approche systémique et non pas pile-poil sur le biodéchet. Oui. Et on envisage aussi de faire des sites à gestion encadrée qui ne reposeront pas sur une gestion bénévole de citoyens engagés, mais sur c'est la métropole qui prendra en compte cette gestion. Donc là, on ne passera pas avec la collecte, on ne se repose pas sur les bonnes volontés, simplement. Merci. Une toute dernière question, parce qu'il y a une question. Il y a les circuits de visite qui vont démarrer, donc ceux qui veulent commencer à y aller, je vous en prie. Mais là, on prend la dernière question de Philippe et vous pouvez aller dans les circuits. Je vais aller très vite. Donc Philippe Meinrad, je suis agriculteur composteur et agriculteur méthaniseur en Alsace. Et je représente deux associations que nous avons créées qui s'appellent Agriculteurs Composteurs de France et Agriculteurs Méthaniseurs de France. Donc je salue déjà tous les échanges et tous les efforts que vous faites au niveau de Compost Plus et les collectivités pour prendre au sérieux vraiment le tri, la valorisation des biodéchets et le retour au sol des biodéchets. Et ma question, elle va plus dans le sens que nous, on s'interroge un petit peu de ce que vous attendez, vous, des agriculteurs. Est-ce qu'on est juste des repreneurs de matières fertilisantes que vous avez produites, ou alors est-ce qu'on peut vous accompagner et être acteur avec nos installations de compostage et de méthanisation pour être aussi en quelque sorte de la gestion de proximité des biodéchets des territoires? Donc j'aurais peut-être pu poser la question déjà au groupe d'avant, mais voilà. Non, mais très rapidement, mais bon, tu connais la réponse et le point de vue du réseau Compost Plus. Nous, on a vraiment cette volonté de faire des liens forts avec le monde agricole, et notamment à travers notre label ASCA qui a été créé avec la PCA, donc avec la Chambre d'agriculture de France, parce que notre objectif, évidemment, non, ce n'est pas de nous débarrasser de quelque chose, c'est vraiment de créer des synergies et des relations de confiance agriculteurs et gestionnaires de déchets, mais finalement gestionnaires de ressources, et donc de travailler en bonne intelligence les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on est vers une recherche de qualité toujours plus pour vous. Après, pour la question de s'appuyer sur les agriculteurs, je pense que je laisserai les collectivités répondre, mais il y en a beaucoup qui s'appuient justement sur vous dans le cadre en fait, de leur déploiement de la collecte aussi. Donc moi j'ai expliqué qu'on mène notre propre projet avec la chaîne alimentaire complète, et donc on a un partenariat. Parallèlement, notre métropole vient d'acheter 56 hectares pour être remis en maraîchage en plein milieu enfin pas tout à fait au milieu, mais dans des zones où ça existait. Donc on est en partenariat. Mais il est vrai aussi que moi je commence à regarder les expériences des méthaniseurs et des mixtes de proximité, parce qu'on est peut-être qu'au début de quelque chose, et que aujourd'hui, le transport est encore possible. Je ne suis pas sûr que dans 10 ans, on s'amuse à transporter sur des kilomètres un certain nombre de choses. Donc, sur une agglomération comme la mienne,
peut-être qu'il y a en périphérie, avec les partenaires, vous avez vu les autres collectivités, des entités qui vont pouvoir être créées. Et donc là, on sera dans une partie de la métropole, ira donner ses déchets alimentaires en périphérie dans un mixte agricole. En tout cas, moi j'en ai visité 2, un en construction à Aoste et un autre à Métamoly dans les monts du Lyonnais, où le sérieux des équipes me dit c'est possible, même si j'ai vu aussi des choses douloureuses comme des mètres cubes de saucissons cochonous. Moi je suis survolté par rapport à ça, qui revenaient des supermarchés parce qu'ils ont été touchés par les gens. Parce quelqu'un a décidé de mettre les saucissons en libre service au lieu de les suspendre derrière un comptoir et de les choisir sans les toucher. Et devant moi, toutes les semaines, il y avait 3 mètres cubes de saucissons, c'est-à-dire 3 cochons, détruits, retirés des supermarchés de ton agglomération, ou de la mienne, je ne sais pas d'où ils venaient. Mais c'est honteux, quoi. Le système tourne à n'importe quoi. Juste parce qu'on veut que les gens ils appuient sur le saucisson pour dire s'il est bon ou pas. Juste pour ça. Moi, je suis ardéchois, je n'ai jamais vu vendre de saucisson comme ça. Ils ont toujours été accrochés. Merci beaucoup. On a quelques minutes de retard. Je suis vraiment désolée pour l'organisation des circuits. Je voulais remercier vraiment les invités pour la richesse de vos échanges. J'espère que ça vous a intéressé. Ça a été très complet. Ils sont présents tout au long du salon, donc n'hésitez pas à aller leur reposer des questions, et merci beaucoup à toutes pour vos questions pertinentes et très intéressantes. Ceux qui vont dans les circuits de visite, je crois qu'il faut aller à l'entrée du... Vas-y Fanny. Annonce pour les circuits. C'est ça, bonjour ou rebonjour. Du coup, oui, pour la suite, donc on a les circuits de visite. Pardon. Du coup, on a 2 circuits de visite différents. Sur le premier, c'est sur le compostage partagé. Le rendez-vous, c'est à l'entrée du Mercure à l'extérieur.